Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec un belgo-congolais dans le domaine de l'art, un homme d'affaires, un expert dans l'art et plus particulièrement l'art africain, Didier Claes. Merci d'avoir accepté de me recevoir. Bonjour, merci à toi de m'accorder cette interview. Bah, écoute, avec grand plaisir. Ça fait quelques années qu'on se voit, qu'on se croise. C'est amusant parce que j'ai interviewé Zichan et je l'ai rencontré la première fois à la salle de sport. Et toi, finalement, c'est aussi la même chose. On s'est croisé à la salle de sport. Donc, il faut croire que la salle de sport est un lieu de rencontre important. Je vais commencer par te laisser te présenter pour que les gens sachent un petit peu qui tu es et aussi ton parcours. Je t'en prie. Bonjour, je m'appelle Didier Claes et je suis né à Kinshasa d'une mère zaïroise, parce qu'avant le Congo c'était le Zaïre. Donc quand tu dis belgo-congolais, c'est toujours difficile à assimiler même après tant d'années. Je me dis toujours zaïrois parce que je suis né Zaïre. Donc ça c'est quand même quelque chose d'assez spécial, mais bon voilà. Donc je suis né au Zaïre, à Kinshasa d'une mère zaïroise, d'un père belge. Et j'ai grandi toute mon enfance et l'adolescence à Kinshasa. Et je suis arrivé en Belgique autour de l'âge de 16 ans. Et je suis autodidacte, marchand d'art aujourd'hui. Une passion en fait née au sein de la famille, puisque mon père était au Congo chercheur pour le musée de Kinshasa, musée national. Et donc j'ai par cette chance pu voyager à l'intérieur du pays et je me suis imprégné un petit peu de la culture et des œuvres d'art. Donc de cette passion est né un métier. Et ce métier que j'ai commencé sur le terrain. Et je me suis tout de suite mis à mon compte, puisque à l'âge de 18 ans, j'ai effectué mon premier voyage seul au Congo, avec quelques centaines d'euros dans la poche. Donc jeune entrepreneur donc. Très jeune, alors encore plus jeune. Si tu veux que je te raconte vraiment une histoire que je ne raconte pas vraiment, puisque les questions ne sont pas posées de la manière dont tu les poses. Mais en fait très jeune, vers l'âge de 8-10 ans, quand mon père revenait de Brousse avec certaines pièces, et qui les vendait parfois à différentes personnes, j'avais aussi mes petites pièces que je vendais déjà. Donc quand l'acheteur sortait de la maison, il disait « Tiens, mais mon fils aussi veut vous montrer 2-3 choses qu'il a achetées au village. » Et donc j'ai commencé à vendre des petites pièces comme ça. Ça c'est au niveau de la vente. Mais même au niveau des collectes, un jour si tu as l'occasion de rencontrer ma mère, qui parfois raconte des histoires dont je ne suis pas tout le temps fier, hein, mais il y a une histoire magnifique où quand le 4x4 arrivait en brousse, dans les villages, on ralentissait au fait. Et donc tu arrivais en brousse, parce qu'on faisait des kilomètres en 4x4, mais on ne pouvait pas s'arrêter à tous les villages. Donc on ralentissait en arrivant sur les villages, et moi je sortais de la voiture et je devais crier... parler en lingala, donc avec le langage, la langue nationale, le nom de certaines pièces, et ceux qui étaient vendeurs venaient nous apporter ces pièces à vendre. T'es rabatteur en fait. J'étais le rabatteur, voilà, exactement, non, vraiment, c'est tout à fait ça, c'est le mot exact. J'étais le rabatteur, et puis mes premières ventes, vraiment, je les ai faites à 13 ans, en fait, c'était lors d'un voyage à Bruxelles, et il y avait des pièces, en fait, qui traînaient chez nous à la maison, et j'ai pris ces pièces et j'ai été les vendre, j'avais porté un beau costume, et j'avais été les vendre à un grand marchand de l'époque qui s'appelait Philippe Guimio, qui était un Français qui était installé à Bruxelles, qui est pour moi un des plus grands marchands qu'on ait connu dans cette deuxième génération de marchands en Europe, occidentaux. Et je lui ai vendu ces pièces. J'avais déjà 13 ans. Et puis là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et puis revenu après de fil en aiguille, voilà, j'ai commencé le métier. Alors, petite question donc, sur cette âme d'entrepreneur, de très jeune entrepreneur-là. À ce moment-là, qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui t'a donné cette impulsion, si je puis dire, de te dire, bah, je vais aller... il faut quand même déjà avoir une certaine... une initiative quand même assez forte. Et qu'est-ce qui t'a motivé ? Je pose la question parce que moi, quand j'accompagne, quand je donne des conférences à des jeunes, j'essaye de créer cette impulsion chez eux. Alors là, c'est très jeune. Mais donc, aujourd'hui, avec le temps, qu'est-ce qui, à ton avis, t'a motivé ? Écoute, puisqu'on a le temps de discuter, je vais donner un peu les détails de cette évolution, qui évidemment n'est pas simple. Enfin, qu'est-ce qui est simple finalement ? Donc quand je reviens lors de mes 16 ans plus ou moins, je chipote un petit peu, j'achète des objets, je vais aux puces, enfin je fais différents petits trucs qui me rapportent à l'époque des centaines de francs belges. Hein. On parle en quelques pièces d'euros aujourd'hui. Oui. Mais ça me sert à un peu d'argent de poche. Mais je suis confronté tout de suite aussi à la vie réelle privée où je rencontre ma femme à l'époque. Et donc je me marie aussi quand même à l'âge de 19 ans, entre parenthèses. Ah, d'accord, très jeune. Donc comme très très jeune, et j'ai ma première fille qui naît.
Et là, on est confronté à la réalité de la vie, hein, un enfant à nourrir, un petit loyer à payer. Et donc, à ce moment-là, je délaisse un petit peu mon métier de marchand et je fais différents travaux. Donc, j'étais livreur de pizza pendant plus de 2 ans, 3 ans. J'ai travaillé dans des petits restos. Et en même temps, j'essayais de faire cette passion, essayer d'en faire un travail qui n'était pas simple. Donc, le soir, c'était livraison de pizza, petit job dans les restos. Et la journée, quand j'avais le temps, j'essayais d'entretenir mon métier et puis surtout d'apprendre. Parce qu'avant d'en faire un métier, il fallait apprendre. Parce que la base de ce métier, enfin de beaucoup de métiers, c'est quand même la connaissance. Oui. Donc j'avais une petite minime connaissance du terrain, mais je devais approfondir ma connaissance littéraire des pièces, puisque j'étais autodidacte. Et donc tout ça s'est fait tout doucement, jusqu'au jour où j'ai perdu un de mes emplois. Et pour une histoire un peu trop longue à raconter, mais où je me suis senti un petit peu mis à l'écart d'une manière tout à fait incorrecte. Et je n'avais plus d'autre choix que de faire ce que je savais vraiment faire, et ce que j'avais envie, c'était donc l'achat et la revente de pièces. Et j'ai fait un calcul tout bête, j'ai calculé au fait ce qu'il me fallait par mois pour vivre, et je me suis dit, j'ai 1 mois, puisque j'avais mon dernier salaire, j'ai 1 mois pour trouver l'équivalent de ce que je devrais payer comme besoin. Et à l'époque, j'ai rencontré un marchand qui aujourd'hui n'est plus, qui m'a fait un petit peu confiance. Il m'a dit, écoute, tu pourrais me fournir des pièces. Et je lui ai vendu une pièce sur laquelle j'avais gagné ce mois de revenus. Et je me suis dit, j'ai encore 1 mois. Et je me suis dit, si en 1 mois, je n'arrive pas, en courant tous les jours, à trouver ça, alors il y a un vrai problème. Et fil en aiguille, ça s'est fait. Et puis, je me suis concentré. Et puis tout doucement, voilà. Et puis après, il y a l'évolution, dont on va en parler, j'imagine, avec toi. Ok. Mais donc, ce qui est intéressant dans ce que tu expliques là, d'abord, c'est une chose que j'aime souvent aussi rappeler, c'est que les gens, souvent, on les voit quand les choses se passent bien. Et voilà, tu es passé par les pizzas, les moments difficiles, etc. Et puis peut-être aussi la deuxième chose, c'est dans un moment qui a été finalement difficile, tu es licencié de manière incorrecte, comme tu dis. Tout à fait. Tu as pris la décision à ce moment-là de dire, ok, je vais me focaliser sur quelque chose qui me parle, je bête, hein, je parie là-dessus. C'est drôle que tu me fasses cette interview aujourd'hui parce que j'en parlais avec mes collaboratrices et mon frère, des petites anecdotes qu'on raconte parfois, pas jamais, pas parce qu'on en a honte, mais parce qu'on n'en trouve pas l'intérêt de la raconter. Oui. Et puis quand on la raconte, on se dit, tiens, ça a un sens. Alors je vais te raconter une anecdote très drôle, parce qu'au-delà de ça aussi, il y a un esprit aussi, un mental au fait, d'un peu de vengeance de la vie. Et au fait, je travaillais dans un resto qui existe toujours d'ailleurs, restaurant suisse, il n'y en a pas beaucoup à Bruxelles. Et alors, je me suis retrouvé, parfois quand j'ai commencé mon business, il me fallait parfois changer mes heures parce que j'avais enfin trouvé un rendez-vous avec un potentiel acheteur. Et je me rappellerai toujours de ce patron de restaurant qui disait toujours « Monsieur l'antiquaire ». Alors, avec un air très moqueur, évidemment, l'air de dire le plongeur, pour qui il se prend. Tu étais plongeur dans Plongeur, bah oui, tout à fait. Donc, oui, c'était des petits jobs. J'avais 19 ans maintenant. Alors, mon frère disait on devrait retourner manger. Je sais pas. Mais tout ça pour dire que oui. Alors, je raconte ces anecdotes. Pourquoi ? Parce que c'est important pour ton public. C'est que oui, il y a à un moment donné un esprit de vengeance. Hein, on a une vengeance de la vie. Hein, on en veut et on se dit bon, on va prouver à tous ces gens qui n'ont pas cru en nous, que ça soit une partie de la famille, parce que faut pas oublier que ma mère, quand même zaïroise, pour elle, c'était pas un métier de vendre des objets. On appelait ça en lingala, on appelle ça les bikeko. C'est-à-dire les vendeurs de bikeko ne sont pas considérés en Afrique, c'est des gens qui ne réussissent pas vraiment. Le bikeko étant quelque chose de très banal. On est loin du vendeur de pierres précieuses. Quoi. Oui. Donc tout ça a fait, alors ma famille, c'est pas une vengeance, mais c'est plutôt pour leur montrer finalement que malgré que ce n'a pas été ci, malgré que ce n'a pas été là, je veux faire quelque chose de ma vie. Par rapport aux employeurs et choses comme ça, ou par rapport aux amis qui, eux, parce que j'étais entouré de certains amis qui réussissaient bien leur vie dans différents domaines, et bravo pour eux évidemment, mais se dire, bon, je vais vous montrer que ce que je fais, vous allez voir un jour. Voilà, c'est ça. Donc tu as ce parcours-là, c'est des moments difficiles, tu commences à vendre, et puis donc tu te lances vraiment dans l'art, parce que bon, j'ai eu le temps de faire mes devoirs ce matin, et j'ai vu que vraiment, je savais déjà que tu avais une certaine aura dans le milieu de l'art, mais je ne me rendais pas compte que c'était aussi important. New York Times, enfin voilà, des voyages, enfin présents quand même dans beaucoup, mais c'est assez impressionnant, d'autant plus que, et ça c'est aussi un point qui est important pour moi dans mon approche, c'est qu'on est tous les deux issus de cette diversité, et que voilà, les portes n'étaient pas forcément grandes ouvertes. Donc explique-nous un petit peu
quel a été ton parcours? Et bon, j'imagine qu'il y a eu certaines difficultés. Donc, beaucoup plus de difficultés. Ok, d'accord. Mais ce qu'il y a, c'est que d'abord, je résume ça sur 3 choses. Énormément de passion. Je crois que la passion, c'est quelque chose, mais dans tous les domaines, que ce soit dans le sport, dans quoi que ce soit, c'est quand on est passionné qu'on arrive à quelque chose. Donc, beaucoup de passion, énormément de travail, et je dirais un petit peu de chance aussi. Mais la chance, elle est provoquée par la passion et par beaucoup de travail. Celui qui pense que la chance va sonner à sa porte dans son lit, ça va pas marcher. Mais donc je crois que ça, c'est vraiment les 3 mots-clés qui ont fait en sorte vraiment qu'il y ait une évolution. Beaucoup de passion, beaucoup de travail, un peu de chance, parce que j'ai provoqué tout cela. Oui, j'ai eu des difficultés, mais je me suis toujours battu parce que j'aimais ce que je faisais, j'y croyais très fort. Et j'avais vraiment envie d'arriver à un niveau. Je voulais pas faire ce métier quand j'ai considéré ça comme un métier, parce qu'il a fallu le temps de le considérer comme un métier. Je voulais pas m'en arrêter à en fait un petit vendeur d'art africain ou quoi, sans aucune ambiguïté dans ce que je dis. C'est vraiment pour dire que il a fallu, on parlait de vengeance, perte de la vie, de prouver à ma famille, mais il y avait aussi petit à petit ce qui s'installait en moi, parce que j'ai compris. Tu parles de diversité, très important. Je suis encore d'une génération pourtant de la tienne, jeune, mais où quand je suis arrivé en Belgique, on reconnaissait à peine le métissage. Le métissage est considéré comme un noir finalement. En Afrique, on en parle aussi, on est considéré comme des blancs. Donc c'est encore un autre sujet. Mais là, à ce moment-là, il faut comprendre une chose, c'est dans mon métier, il y a quelque chose de très important à comprendre. C'est très paradoxal. Mais les Africains n'étaient pas mis, ou étaient en tout cas pas considérés comme des possibles marchands de renommée. On était des rabatteurs. D'accord. C'est-à-dire que l'historique... Même pas envisagé, quoi. Non. C'est ça. Donc quand j'arrive et que je commence à ouvrir ma petite galerie au Sablon, il y a 17 ans, les gens me regardent en disant « Mais qu'est-ce qu'il fait ?» Non mais il est fou. Il est fou. Pour qui se prend? Non mais attends, ça va pas, ça va pas ça. Je ferai une petite parenthèse. Elle est où la caméra? Oui, voilà, c'est ça, elle est où la caméra? Oui, voilà. Bon, attends, mais on va le calmer celui-là un petit peu. Il fallait prouver. Alors tout ça aussi, tu parles de diversité, à un moment donné, quand tu es issu de cette diversité, même si je suis quelqu'un qui... Je peux pas parler de racisme, parce que j'ai pas vécu de racisme comme tel, mais je pense que je ne l'ai pas vécu aussi, parce que je ne le voyais pas, j'avais pas envie de le voir. D'autres personnes vivent des choses, et le racisme existe, des tas de choses autour de la diversité existent, mais je ne veux pas dire quelque chose que je n'ai pas vécu. Donc, mais je pense sincèrement que je ne l'ai pas vécu parce que j'étais au-dessus de tout ça. À un moment donné, quand on se met au niveau de cela, ben alors on repart et on y reste. Et moi, j'ai toujours été au-dessus de tout ça. Et donc, même si on considérait les marchands africains, puisqu'on me considérait comme africain, moi je suis un citoyen du monde, je suis autant belge que zaïrois ou congolais. Je suis pas la mixitude, non, je suis plutôt de ceux, c'est Woody Allen qui disait qu'on est tous des citoyens du monde. Donc voilà. Mais oui, j'ai eu beaucoup plus dur que les autres, certainement, j'en suis certain. Et surtout une chose que je dois être honnête, on n'aurait pas pardonné certaines choses qu'on pardonnait aux autres. Oui. Niveau d'exigence plus élevé. Oui, et au niveau des erreurs. Qui aurait été sanctionné de manière plus sévère, oui, c'est ça? Donc du coup on fait plus attention. Parce que c'est un métier où il faut faire très attention aux erreurs, et les erreurs, Dieu seul sait que dans tous les domaines on en commet. Le fait de savoir et de sentir que chez moi, mon erreur n'aurait pas été pardonnée de la même manière, faisant en sorte que je fais attention de ne pas en faire. Et donc, juste dans cette évolution, donc aujourd'hui peut-être pour dire l'état actuel des choses, donc aujourd'hui maintenant ça fait donc 17 ans que tu es galeriste. Galeriste, 17 ans, mais je fais ce métier depuis 21 ans, plus ou moins 21, 22 ans, si je ne compte pas les petits. Vraiment, mon premier registre de commerce, c'est une vingtaine d'années. Voilà. Ok. Voilà. Et donc aujourd'hui, on est rue de l'Abbaye, donc tu as décidé de venir dans ce quartier-ci qui est un peu différent du Sablon. J'ai entendu que c'était pour attirer une clientèle autre que celle que où tu as déjà en fait déjà acquis une certaine, enfin pas une certaine, une notoriété certaine plutôt. Donc oui, l'art africain. Est-ce que tu peux peut-être aussi un peu expliquer l'art africain, ce que c'est, et aussi donc il y a une phrase que tu disais que tout commence par l'art et termine par l'art. L'importance de la culture, de l'art dans nos sociétés. Alors, c'est une phrase que je trouve assez belle. Quand je dis l'art, je dis la culture. Donc, oui. Qu'est-ce qu'on retient d'une grande civilisation? Qu'est-ce qui reste après nous? La culture. Mais la culture, c'est quoi? C'est représenté par quoi? Par l'art.
on retient quoi aujourd'hui? S'il n'y avait pas des pyramides en Égypte, est-ce qu'on connaîtrait l'Égypte aujourd'hui? Est-ce qu'on saurait ce qu'elle a fait il y a tant de milliers d'années? Si on ne connaissait pas les frises du Parthénon, si on ne connaissait pas l'écriture, est-ce qu'on saurait que c'est les Arabes qui ont eu l'écriture? Donc, toute cette représentation artistique, en fait, qui est le témoignage, et ce qui reste, au fait, de notre passage sur Terre, c'est l'art. Et nous, aujourd'hui, dans la plupart des pays d'Afrique noire, qui n'ont pas d'écriture, la seule et unique, possibilité de savoir ce qui a eu lieu, ce qui s'est passé, comment tout a commencé, c'est par la représentation artistique. Ces œuvres d'art étaient certes créées pour des cultes, certes créées pour des représentations dans certaines tribus, pour des notoriétés, pour des célébrations, mais il y avait surtout l'idée de transmettre la parole. Mais la parole, c'est quelque chose qui se perd, mais l'œuvre, elle reste. Et c'est pour ça quand je dis que toute civilisation commence et termine par la culture et donc par l'art, je dis aussi, en expliquant tout ça, que pour qu'elle puisse aller plus loin, pour qu'elle puisse avancer, elle doit savoir d'où elle vient. Aujourd'hui, on est tous en train de parler d'identité nationale. Tous les politiques occidentaux, même africains, utilisent l'identité nationale comme étant le cœur même, le fondement même d'une nation. Mais comment peut-on vouloir qu'en Afrique, qu'on ait laissé disparaître tout ce fondement, et comment peut-on leur demander d'avancer? Mais pour avancer, il faut savoir d'où on vient. Et la représentation artistique de nos civilisations, c'est l'art. Et c'est pour ça que je dis tout commence par l'art et tout termine par l'art. Alors, au niveau de cet art et de ton travail, alors c'est un peu la façon dont certaines personnes le perçoivent, mais que l'art est réservé à une petite élite, à un petit groupe de personnes. Est-ce que tu es d'accord avec cette perception? C'est une question que je trouve magnifique. Je vais la développer en l'aiguillant un petit peu et en revenant sur quelque chose, une question d'un journaliste il y a quelques jours. C'est marrant d'ailleurs parce qu'elle rebondit sur quelque chose qui m'a étonné ou pas vraiment. C'est qu'on entend toujours dire aujourd'hui « Ah mais les Africains ne s'intéressent pas à leur patrimoine ni à leur culture ». Bon, je dirais déjà que l'art, la culture, c'est quelque chose qui doit intéresser dans le monde 0,0 quelques pourcents de la population. D'accord. Peu, je veux dire, s'intéressent à l'art. Donc, on ne peut pas déjà stigmatiser l'Afrique en leur disant ils ne s'intéressent pas. Maintenant, je dirais quand même, oui, un petit peu aussi. Parce que l'Afrique doit s'intéresser à l'art parce que c'est sa culture et qu'elle a besoin de ses repères. Donc, on pourrait peut-être un pourcentage un peu plus lui en vouloir de ne pas le faire. Mais c'est quelque chose qui est difficile d'accès. Même si dans les bancs d'école... Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui, tristement, a été toujours mis un petit peu en second plan ou troisième plan. Et encore, ça dépend des cultures et civilisations. Ici, dans les manuels scolaires, l'art a une part importante. Je veux dire, on a tous connu des voyages scolaires dans les musées. Oui. Et par rapport à l'Afrique, pour avoir des voyages scolaires dans les musées, il faut qu'il y ait des musées. Bon, voilà. Et même si certains pays d'Afrique... certains pays africains, je fais un clin d'œil au Bénin, que j'ai visité plusieurs fois, où il y a une fondation privée comme la fondation Zinsou qui crée de l'événementiel et qui invite et qui fait en sorte d'avoir le maximum de visites de la part d'instituts scolaires et de visites d'adolescents, où des choses fantastiques. C'est un exemple incroyable. Mais combien de pays, comment dirais-je, sont dans cette voie-là? Très peu. Donc, il y a une initiation qui doit se faire à partir déjà des manuels scolaires. Et pour ça, on doit faire en sorte de pouvoir imaginer des collaborations, de pouvoir avoir une instruction claire par rapport à la culture en Afrique. Alors, sur l'Europe, c'est un peu pareil. Maintenant, on est entouré d'art sans le savoir aussi. On parle de culture. L'art, c'est pas que l'art africain. La culture, c'est pas que l'art ancien. Quand on se balade tous les matins, quand tu vas travailler et que moi je sors de chez moi, je passe tous les jours devant une cathédrale que j'admire. C'est une œuvre d'art extraordinaire. Certaines architectures sont des œuvres d'art. Donc on est imprégné d'art autour de nous, quoi qu'il arrive. Autour de nous, la création existe. Parce que l'art, c'est pas que une peinture, c'est de la création aussi. Donc, oui, c'est vrai que peu s'intéressent, ou peu plutôt approfondissent. Je vais te terminer par un exemple assez magnifique.
J'étais à Dakar dernièrement et j'étais à un dîner. Très beau pays, Dakar. Très beau pays. Très belle ville, très beau Pays d'adoption pour moi, que j'aime tellement. J'y vais depuis 14 ans et j'y passe beaucoup de temps de mes moments de détente, en tout cas, et même plus. J'étais à un dîner et je parlais justement de ma passion et de mon métier. On était à table et il y avait une personne d'origine musulmane qui disait « Oui, mais moi, je ne peux pas collectionner l'art, et vous savez, moi, l'art, ceci, cela, par rapport à ma religion et tout ça. » C'est interdit? C'est interdit, je ne pense pas, mais la religion musulmane interdit toute forme de croyance autre. D'accord, c'est vrai. Voilà, et donc, comme certaines pièces sont reliées et représentent des esprits, oui. La religion l'interdit. Okay. Et alors, il avait cette image, non, moi, l'art, ça ne m'intéresse pas. Et cette personne, une personne talentueuse, qui a un très bel hôtel à Dakar, je lui dis, mais vous savez, cher ami, j'étais à votre hôtel hier, l'architecture de votre hôtel est une œuvre d'art. Et il avait mis du mobilier magnifique qu'il avait fait créer par les artistes sénégalais, d'une splendeur incroyable. Je dis, mais toutes ces œuvres d'art non figuratives, ce sont des œuvres d'art. Il m'a regardé, bah oui, effectivement. Donc, est-ce que l'art doit être absolument quelque chose de figuratif? Non, il ne faut pas stigmatiser. Et au fait, sans le vouloir, cette personne, elle n'est entourée que d'art. Voilà. Très bien, merci pour cette explication de ta perception de l'art et de son importance. Maintenant, donc, abordons un peu la question de ton succès, de ta réussite, parce que donc c'est bien d'avoir de la passion, c'est bien de te lancer dans tout ça, mais j'imagine que tu as, disons, des petites recettes qui t'ont permis finalement de te distinguer, parce que donc, j'imagine que dans l'art, comme dans beaucoup de disciplines, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et donc toi aujourd'hui, parce que donc là les jeunes nous regardent, ils se disent voilà, on a un exemple d'une personne qui a réussi à avoir un beau parcours. Bah tiens, quelles sont les clés, quels sont les outils qu'il a utilisés, quelles sont les erreurs aussi qu'il a peut-être commises et qui lui ont permis après derrière de rebondir et de grandir? Il y avait 5 atouts importants pour se faire métier. Il y avait d'abord l'âge, parce que c'est un métier, on peut un peu le comprendre, où on fait confiance aux personnes d'expérience. Donc, l'expérience, c'est les années, c'est l'âge, c'est la maturité. Moi, je ne les avais pas. J'étais jeune, et donc, d'ailleurs, c'est simple, quand on dit antiquaire, on ne s'attend pas à avoir un garçon de 20 ans. On est d'accord. Première qualité, je ne l'avais pas. Deuxième qualité qu'il faut avoir, la connaissance. J'en avais très très peu. Troisième qualité à avoir quand on est marchand d'art, c'est les moyens financiers. Je ne les avais pas du tout. Quatrième chose, on parle en domaine sans langue de bois, il fallait être aussi plutôt de couleur européenne. Enfin, de couleur blanche, je peux le dire, comme ça, de race blanche, on va dire. Appelons un chat un chat. Appelons un chat un chat. C'était comme ça. Cinquième chose importante, il fallait avoir un nom. Je n'avais pas. Donc, je suis parti, au fait, avec 0 des 5 critères possibles pour réussir dans ce métier. Eh ben, je me suis dit que j'ai rien des 5. Ben alors autant que ces 5 choses négatives, que je les transforme en choses positives. Okay. Je ne me suis pas réveillé un matin en pensant à ça. Je me suis rendu compte qu'au fait, automatiquement, je l'ai fait. C'est-à-dire, jeune, je me suis dit, autant que je fasse comprendre à mes collectionneurs ceci, comme mes acheteurs. Vous voulez acheter à des gens d'un certain âge qui sont en fin de carrière peut-être. Mais moi, je vais travailler avec vous. J'ai essayé d'aller chez les clients plus jeunes. Peut-être pas qu'avaient mon âge, mais au lieu d'aller chez des collectionneurs qui, eux, ont une 60aine d'années, j'allais chez les collectionneurs qui, eux, avaient une 40aine d'années. En leur disant, écoutez, on va faire une collection ensemble. On va travailler ensemble. Et on travaillera pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je ne l'ai pas dit de cette manière, mais j'ai fait assimiler les choses de cette manière. Où les gens, tout seuls, d'eux-mêmes, se sont dit, mais attendez, on a 40 ans, 45 ans, 50 même, je vais acheter des œuvres à telle personne qui est en fin de carrière, tandis qu'il y a un jeune qui est là, avec qui on peut faire un travail pendant tant d'années. Deuxième chose, je n'avais pas les moyens financiers. Effectivement, la meilleure des choses, je me disais, bon, comment faire? Alors j'ai commencé à me faire prêter les pièces. Je me suis dit, écoutez, j'ai besoin d'une pièce, j'ai un client peut-être pour ça, je vais essayer de la vendre. Je jouais plutôt le commissionnaire. Et j'ai joué la carte de la transparence. Ce qui a très peu parfois dans ce métier. C'est-à-dire que j'arrivais, je disais, écoutez, voilà, moi, cette pièce à tel prix, je prendrai autant de pourcents, je ferai ci, ça. Et je me suis rendu compte aussi que dans le milieu, peu s'entendaient et peu avaient confiance entre l'un et l'autre. D'accord. Donc j'ai joué cette carte-là. Troisième chose, ma couleur de peau. Je me suis dit, mais attendez, on n'en voit pas, il n'existe pas de marchand de couleurs. Je me suis dit, écoutez, ça va être magnifique. Autant susciter dans l'esprit des gens, mais qu'il va de soi qu'un marchand d'art africain soit d'origine africaine. Et là, par contre, on a passé un passage, comme j'ai travaillé quelques années aux États-Unis,
Et avec les Américains, c'est quelque chose de fabuleux. Pour eux, ça coulait de source. Ben oui, quelle évidence. Oui. Finalement, Ouais. quelle évidence. Quelque chose où on peut penser en disant, tiens, mais non, quelle évidence. Je me suis dit, mais on dit, oui, tu sais, toi, tu sais, les marchands d'art africains, les Africains sont considérés comme des rabatteurs. J'ai dit, attendez, quoi de plus extraordinaire qu'un marchand d'art africain soit africain? Et mon nom, tu vas rigoler, moi quand j'étais plus jeune, moi je m'appelle Classe, c'était un nom qui faisait un peu rire, quoi. Quand j'étais plus jeune, Classe, on m'appelait Glace, alors j'avais toutes sortes de surnoms, école, enfin Didier École, en fait tous les surnoms qu'on donne quand on est sur le banc de l'école. Donc mon nom, c'était pas quelque chose que je le cachais plutôt. Je me suis rendu compte, je me dis tiens, mais c'est pas mal, là, ça s'appelait Classe. J'ai la classe. Voilà, finalement. Et donc j'ai joué cette carte en me disant que mon nom qui n'est pas connu, du fait d'un nom qu'on n'oublie pas, ben, je vais en faire un nom. Ok. Et de ma galette, dessus, a porté mon nom. Ma galette s'appelait juste Classe. Et donc, c'est un peu, tu titilles un peu comment dirais-je, la curiosité des gens. Et donc, tous ces petits atouts négatifs à la base, je les ai transformés en atouts positifs. Alors, d'abord, bravo pour avoir réussi à faire ça. Maintenant, donc, tu disais que ne pas l'avoir fait immédiatement. C'est venu progressivement. Naturellement. Donc, aujourd'hui, tu as tes petits frères, tes petites sœurs africains et d'Europe aussi qui te regardent. Finalement, quels sont les conseils que tu peux donner à ces personnes qui ont peut-être, comme toi, pas le nom, pas l'argent, etc. Et beaucoup se disent, voilà, j'aimerais bien faire telle ou telle chose, j'ai peut-être la flamme en moi, mais parce que je n'ai pas ces différents éléments, elle s'éteint toute seule. Quels sont les conseils que tu peux leur donner pour aller au-delà des difficultés, parce qu'on a tous évidemment des difficultés. On vit dans un monde où on est conditionné. Hein. On nous conditionne à ne pas pouvoir et ne plus rêver. Surtout, je trouve ici en Europe. Moi qui voyage beaucoup, l'Amérique, l'Afrique aussi, pas que le Sénégal, dans tas de pays, et je me rends compte que c'est perdu une chose, c'est le rêve. Et le rêve, c'est ce qui permet d'avancer, d'évoluer. Quand on n'a plus de rêve, alors à quoi bon? Donc, c'est peut-être pas la réponse qu'on attend en premier, mais moi, en tout cas, ce qui m'a poussé, qui m'a aidé, c'est ce rêve de se dire, waouh, one day. One day. Donc c'est une vision, c'était... Oui, vraiment, c'est une vision, Okay. Tiens, one day, un jour, et pourquoi pas moi finalement aussi. D'accord. Pourquoi pas? Soyons fous. Soyons fous, voilà, pourquoi pas? Je dis, attends, mais pourquoi pas? Non, mais c'est vrai. À côté de ça, il y a une réalité qu'il faut avoir. Aujourd'hui, en plus on vit dans un monde, je me rends compte, où tout va vite. Moi j'ai 41 ans aujourd'hui, et j'ai connu l'arrivée du portable. J'ai connu l'arrivée d'Internet, j'ai connu l'arrivée des réseaux sociaux. Je veux dire, moi je me rappelle, quand je devais vendre une pièce, j'allais faire une photo, je développais chez Kodak. On attendait 3 jours, 4 jours parce qu'il y avait après il y a eu le développement rapide en 2 heures, mais c'était plus cher. On prenait celui de 4 jours, on développait, on faisait la photo, on faisait la lettre, on envoyait le courrier. Ça prenait 2 semaines pour envoyer une œuvre d'art aux États-Unis. 2 semaines. Aujourd'hui, ça prend 2 secondes. C'est fou. Hein. C'est incroyable. Et pourtant, à mon âge aujourd'hui, j'ai vécu une affaire qui se faisait en 2 semaines, qui se fait en 2 secondes. Enfin, l'affaire se fait pas, mais la proposition d'affaire. Oui. Après, il fallait attendre à côté de son téléphone, parce qu'on ne savait pas à quelle heure le client allait appeler. Donc, on dormait avec le téléphone à côté. Et comme c'était les États-Unis, parfois, il s'appelait à 2 heures du matin. Il ne fallait pas rater le coup de fil. Je dis ça pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde, pour répondre plus précisément à ta question, même si je m'évade un peu, où tout va tellement vite. On vit à l'heure du tweet aujourd'hui. Cette vitesse des choses fait qu'il faut être encore plus travailleur que les autres, encore plus ambitieux. Il faut être plus performant que l'autre. Et il n'y a rien à faire. Je pense qu'il y a une base claire. Quand on croit à quelque chose, c'est pour ça que je parle du rêve, quand on croit en quelque chose, quand on croit en ses rêves, et qu'on peut y mettre beaucoup de travail, beaucoup de passion, je pense qu'à un moment donné, au moins, on a déjà une satisfaction auto-personnelle, ce qui est parfois autant important que la réussite, parce que la vie c'est un peu ça aussi. Je veux dire, si on réussit et qu'on n'a pas l'autosatisfaction personnelle, alors là on n'a pas vraiment réussi sa vie. Oui. Donc tout ça fait en sorte que il faut quand même être beaucoup plus encore qu'avant. C'est pour ça que je faisais des petites anecdotes sur le travail. Et je suis vraiment de ceux qui pensent qu'il faut se lever encore plus tôt que les autres. D'accord.
Donc de fournir un travail qui soit conséquent, qui soit important, et c'est quelque chose que toi tu as fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ça demande des concessions. Je dis pas que ma vie est parfaite, hein. Je suis pas musulman, mais j'essaie de lire quelques versets du Coran qui je trouve quelque chose d'assez incroyable. Et je disais dernièrement que ça m'aide depuis quelques semaines à réfléchir, à avoir une réflexion, que la vie est éternellement incomplète. Et donc, ça c'est dans ma tête depuis plusieurs semaines, et c'est tellement vrai, que ce soit en amour, pas que ce soit dans les affaires, elle est éternellement incomplète. Et à un moment donné, où on peut se compléter sur une seule chose, c'est l'autosatisfaction personnelle. Se dire ce que j'ai voulu avoir, j'ai réussi. Ou en tout cas, j'ai essayé. Et donc, aujourd'hui, Didier Claes, déjà un parcours, on peut déjà tirer le chapeau bas. Mais aujourd'hui, j'imagine que tu as encore des rêves, encore des projets. Quel est le futur de Didier Claes? Eh ben, écoute, ton interview tombe à pic. Je suis maintenant arrivé, donc je travaille depuis un bon moment. J'ai une vie privée aussi fournie avec 4 enfants. C'est aussi une deuxième passion et beaucoup de travail. Mais je suis dans une période de ma vie où je suis en train de me dire, ou bien je donne un nouveau coup d'accélérateur, parce que je trouve que la pédale est déjà bien à fond, donc il faut trouver la 7e vitesse, et j'avance encore dans des projets encore plus excitants, ou alors je me complète dans cette vie, pour finir, voilà, je suis reconnu à Bruxelles, j'ai une galerie, je fais des tas de choses, je gagne ma vie relativement bien, ou alors je me lance encore des défis. Et j'avoue que si tes téléspectateurs ou toi me suivent depuis le début, comprendront que je vais choisir la deuxième option. Deuxième option. Voilà. Oui. Voilà. C'est vrai qu'une fois qu'on y goûte, ça devient difficile de revenir en arrière. Oui, mais surtout que à un moment donné, c'est now or never. C'est-à-dire que si maintenant je décide de me lancer des défis, c'est maintenant. C'est pas dans 5 ans, pas dans 10 ans. Je pense que des défis, alors j'ai terminé par une note qui n'est ni positive ni négative, mais il faut toujours avoir l'idée qu'un défi peut être relevé, mais aussi il ne peut pas être réussi. Donc je perds toujours l'option de dire que oui, je fais quelque chose, mais je peux perdre, ça peut ne pas fonctionner, mais au moins j'aurais essayé. Oui, tout à fait. Mais écoute, merci, et pour rejoindre ce que tu dis, je suis assez d'accord avec ce que tu dis au niveau d'une distinction qu'on peut faire entre le succès et la réussite et la satisfaction personnelle. Je crois que les gens qui agissent en étant dans cette quête de satisfaction personnelle, le succès peut venir ou ne pas venir, mais peu importe finalement le résultat, ils se sentent bien dans leur monde intérieur. Alors parfois on peut avoir du succès, et par contre être assez mal à l'intérieur. Il y a des gens comme ça, Elvis Presley, Whitney Houston, enfin des gens qui avaient un succès juste dingue, mais qui intérieurement étaient très, très torturés. Mais c'est sûr qu'en tout cas, quand on essaye d'obtenir des résultats, si déjà intérieurement on est convaincu qu'on s'est donné à fond pour aller jusqu'au bout de ses rêves, comme tu disais, on a déjà en tout cas accompli une grande partie du trajet. Et peut-être la plus belle partie. Sûrement. Okay, super. C'est vrai. Didier Claes, un grand merci. Au plaisir, franchement, merci. Voilà.